Bonjour, Liv. Bonjour, Ça va bien? ça va toi? Oui, ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à mon nouveau show, Portrait Marketing, où j'essaie de décortiquer un peu ce qui se passe dans la vie des leaders marketing à Montréal à date, mais who knows où ça va aller. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté. Fait que tu es vice-présidente marketing chez Amelia, c'est ça? Oui. Fait que comment est-ce que tu décris ce que tu fais chez Amelia finalement? C'est quoi est-ce que être vice-présidente marketing là-bas? Très bonne question. Des fois, je pense que j'ai vraiment une bonne réponse à cette question-là, puis d'autres jours, je me dis, j'ai aucune idée qu'est-ce que je suis supposée de faire. Mais dans la majorité de mes journées, je crée la stratégie, puis je lead une équipe de marketeurs qui vont vraiment exécuter les tactiques puis les plans, apprendre notre marché pour qu'on puisse aller non seulement rejoindre un marché vraiment pas bien servi aux États-Unis dans le secteur des activités puis de la récréation, mais aussi je l'ai d'une équipe qui veut non seulement nous mettre de l'avance, mais aussi bien comprendre comment nous on se positionne versus la compétition, puis qui a quand même une voix assez importante auprès de l'équipe de produits, en leur donnant beaucoup d'informations, puis de données de recherche basées sur des recherches qu'ils ont faites sur qu'est-ce qui se passe dans le marché, puis qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous de foncer dessus, parce que c'est vraiment, on a une plateforme assez complexe et il y a beaucoup de directions dans laquelle on peut partir quand on parle de la récréation, des activités. Puis vraiment, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller trouver puis de cibler le marché qui est le plus neutre, disons, pour qu'on puisse en desservir le plus avec ce qu'on fait. Alors, mon équipe de marketing, elle est en avant de la création du produit, elle est dans la création du produit, puis elle est après la création du produit pour la lancer dans le marché. Wow! Ouais. C'est cool. Je pense qu'on va revenir à ça tantôt, mais en fait, peut-être restons un peu sur le sujet. Là. Fait quand tu dis tu es impliqué dans le produit, parce que on entend, d'un, Amelia, c'est du logiciel, là, finalement. Fait right? Fait on entend ça beaucoup dans le monde du logiciel, du SaaS. Le marketing, il faut qu'il soit impliqué dans le produit parce que on a le pouls sur des clients, puis on est capable de comprendre un peu les besoins du client. C'est quoi exactement, en tout cas, aussi profond que tu veux aller, comment vous êtes impliqué dans le produit, basically? Ben, c'est quoi, j'avoue que dans ma carrière, c'était probablement la première compagnie où est-ce que j'arrive, puis on travaillait tellement main dans la main avec l'équipe de produits, puis j'apprécie ça énormément. J'ai mon collègue VP de produits et il est fantastique, il est vraiment ouvert à mieux comprendre comment le marketing peut amener du soutien, des informations, puis aussi travailler vraiment de manière assez rapprochée avec son équipe à lui. Alors, mon équipe assiste à tous les sprint reviews de l'équipe dev, travaille main dans la main avec l'équipe de produits. Si jamais il y a des demandes des ventes, les ventes, ils arrivent et ils disent, il faut qu'on fasse ça parce que si on n'a pas ça, on va jamais vendre. Puis après ça, tout le monde dans une compagnie axée sur les ventes, là. Ouais, c'est ça, c'est assez familier. Ouais. Dans une compagnie assez axée vente, ben, la tendance, c'est de dire, OK, cool, OK, on commence par où? Let's go. Ils nous ont dit qu'il faut qu'on le fasse. On a quand même une assez bonne réflexion ici pour dire, OK, oui, merci, on vous entend. Nos recherches du marché nous disent que c'est 4e dans la liste de priorité de nos clients. Alors, on peut en bumper pour te donner ce que tu veux, mais c'est quoi le juste milieu des choses? Je trouve ça quand même vraiment intéressant. Puis, on a une équipe au complet de product marketing. J'ai une directrice de product marketing qui se rapporte à moi avec 4 personnes qui se rapportent à elle. Wow. Et 4 personnes. Excuse-moi, il fallait que je fasse un compte vite dans ma tête. Et ils sont tous enlignés ils sont tous enlignés avec un produit ou une équipe de dev en particulier. Okay. Alors, eux, ils sont mandatés. On a un cycle de release. Alors, tous les cycles de lancement, mais que ça commence même de alpha à bêta jusqu'au lancement officiel dans le marché.
il y a des niveaux d'implication. Le marketing est allé s'enligner avec chacune de ces étapes-là de l'équipe de dev. Alors, même en alpha, quand tu es juste en train de commencer à gratter pour voir, OK, ça mange quoi l'hiver, là, cette affaire-là, là? C'est quoi cette bibite-là? Comment je vais créer le logiciel pour le faire? Ben, nous, de notre côté, on est déjà en train de voir la compétition fait quoi, la compétition le positionne comment, la demande est où dans le marché, où sont les opportunités pour qu'on puisse se différencier. On utilise des demandes des RFP, des demandes de proposals. Ouais. On utilise ça comme des sources. Vraiment, c'est vraiment une ressource qui est pas souvent minée, là, mais ça, toute la liste des demandes fonctionnelles sont là. Alors, nous, on va aller creuser là-dedans pour voir c'est quoi les fonctionnalités qu'ils veulent. Alors, j'avoue que c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que cette équipe-là, elle est là même avant que le produit, il se forme complètement dans le logiciel. Ils ont une grande influence sur ce qui est priorisé durant le développement. Ils créent la value story, la value prop, main dans la main avec l'équipe de produits pour l'amener au marché, l'amener aux ventes, la tester et l'amener en post-vente à l'équipe de soutien à la clientèle pour des upsells, de la revente, s'assurer que le positionnement est tout en ligne. Puis on a pas mal de touchpoints de marketing intéressants avec nos prospects et nos clients pour les produits. Alors, c'est très cool. C'est une grande portion de l'équipe. Quand j'ai commencé, c'était une équipe vraiment axée sur le produit. C'était une compagnie product-led. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça a été un apprentissage assez rapide pour moi de me lancer là-dedans, mais je trouve qu'on a beaucoup d'apprentissage là-dedans qui informe toutes nos décisions aussi au niveau de positionnement, marketing, mise en marché, tout ça. Écoute, j'ai quand même un million de questions qui me popent à la tête. Fait on va continuer peut-être un peu sur l'histoire du product marketing. Puis, tu sais, comment est-ce que puis je sais que tu es une directrice, fait que c'est peut-être plus son rôle à elle, mais tu sais, comment est-ce que tu les guides? Comment est-ce qu'ils font leur recherche? Comment est-ce que, est-ce qu'ils ont, c'est quoi un peu, comment est-ce qu'ils décident qui devrait être priorisé? Ben, je sais que c'est pas eux qui décident, mais comment est-ce qu'ils, dans leur tête à eux, décident pour avoir leur conversation de qu'est-ce qui devrait être priorisé? Comment est-ce qu'ils font leurs recherches, leurs études, des trucs comme ça? Ben, c'est une bonne question. Ça dépend un peu sur les produits, je vais avouer, parce qu'il y a certaines, tu sais, les centres récréatifs, si je pense à nos clients dans le côté gouvernemental, on fait affaire avec les centres de loisirs, les centres de récréation des villes. Alors, on a vraiment genre toute une clientèle qui est hyper, je vais pas dire corpo, mais plus corpo ou bureaucratique parce qu'elle est gouvernementale. Alors, des fois, c'est même pas nécessairement qu'ils ont tellement un gros besoin pour ce feature-là, mais c'est un donné que la communauté exigerait avoir accès à ça. OK. Alors, nous, on fait des entrevues avec les clients existants. On essaye d'aller trouver des prospects, d'avoir des entrevues avec eux. Je sais qu'on fait aussi des win-loss. Alors, des win-loss analysis de pourquoi on a gagné la vente, qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller avec nous et pourquoi vous aviez choisi quelqu'un d'autre. J'ai parlé des RFP, qui est une excellente source d'information. Creuser dans la compétition, évidemment, c'est toujours, et spécialement dans le logiciel, là, dans la technologie, là. Creuser dans les logiciels, la compétition, tu vas aller en trouver plein. Mais c'est aussi, je vais parler d'un élément particulier. Aux États-Unis, ils ont beaucoup des ligues de baseball, des ligues de soccer. On les dit ici au Canada, mais c'est genre, t'as comme le ligue de ton quartier. Tu sais, c'est assez, je sais pas, c'est plus intense aux États-Unis. Comme tout, vraiment. Mais, en tout cas, ils ont des modules qui s'appellent ce qu'on appelle dans notre industrie du league management. Et vraiment, ça pourrait être un logiciel par lui-même. Honnêtement, on pourrait tirer d'un API, avoir un autre logiciel d'un partner qui le fait, puis parce que pour nous, ça serait proche à 6 mois à 1 an de développement pour y arriver à exactement ce que les clients veulent. Alors,
il y a beaucoup de ces facteurs-là qui sont pris en considération, comme c'est quoi le core de ce qu'ils ont besoin, où est-ce que ça tombe dans le must-have versus le nice-to-have versus le interesting for the future. Alors, on essaie d'aller juste, on va les déterminer, OK, tout le monde le veut, tout le monde l'a, on est les seuls qui l'ont pas, OK, cool, must-have. Si pas tout le monde le veut, mais tout le monde l'a, tout le monde l'offre, OK, must-have. Mais après ça, tu commences à creuser dans les nice-to-have, mais vraiment la recherche, là, tu parles à des humains, tu parles à autant de prospects et de clients que tu peux. Tu fais la recherche sur la compétition, tu détermines combien de ligues à travers les États-Unis pour déterminer le total addressable market. Et quand tu parles c'est-tu crucial d'avoir les systèmes aquatiques? Ben, la moitié des États-Unis, la moitié de l'année, ben, ils peuvent pas aller nager dehors. Alors, tu sais, peut-être ça détermine et ça évalue les priorités. Mais c'est vraiment comme ça, c'est du qualitatif et du quantitatif vraiment qui commence à rentrer en place. On fait des sondages aussi, puis on essaie d'apprendre à travers les autres. Il y a vraiment des grosses organisations au niveau des États. Alors, on va faire des sondages de ce côté-là. Cool. Encore, j'ai plein de questions, mais je pense qu'on va peut-être sortir un peu du product marketing. On en reviendra après si je réussis à faire l'arc que je veux. Fait que, bon, tu as une grosse équipe product marketing, puis c'est intéressant parce que surtout, ben, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a travaillé ensemble. Tu as été ma boss chez SweetIQ, puis on n'avait pas une grosse équipe de product marketing. Fait que c'est intéressant de voir l'impact que ça peut avoir. Mais, fait que, tu sais, si on parle un peu de la composition de l'équipe, puis ça, je sais que c'est une question qui arrive beaucoup en marketing. Comment est-ce que tu fais pour bâtir ton équipe? Qui est dans ton équipe marketing? Fait qu'on sait que tu as une équipe product marketing, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que tu as une autre partie de ton équipe? C'est à quoi ça ressemble l'autre partie de l'équipe? J'ai genre 3 sous-catégories à travers le marketing. Product, brand et performance. Alors, product, je viens juste d'en parler. Le branding, c'est tout ce qui est, je dirais, top of marketing funnel. Alors, ça, pour moi, c'est en haut de l'entonnoir, c'est les événements, c'est le PR, c'est les webinaires, les panels, le design, tout le branding, le look, feel. Et après ça, performance, ben, ça le dit quand même, c'est la fin de l'entonnoir. C'est trouver contenu, courriel, tout mon email marketing et aussi performance numérique. Avant, j'avais quelqu'un spécialisé dans nos opérations. Malheureusement, la pandémie a fait qu'on a dû restructurer un peu l'équipe. Mais c'est ça la structure. J'ai une directrice de product, une directrice de brand et je suis la directrice de performance. Alors, la vie du startup, on porte plusieurs chapeaux. C'est ça. C'est ça, cool. Et puis est-ce que... c'est là où j'essaie de faire mon arc. Fait que je pense que j'ai réussi, c'est bon. C'est un petit arc. Mais comment est-ce que tu évalues un peu, ou comment, peut-être pas évaluer, mais comment tu mets en place, ou comment est-ce que tu décides ce qui fonctionne versus ce qui fonctionne pas? Puis je sais que dans mon autre show, tu sais, t'es venu me parler de KMD, mais est-ce que, tu sais, c'est quoi les indicateurs t'as-tu des indicateurs de performance très fixes? Est-ce que c'est fluide? Comment est-ce que tu structures tout ça? C'est tellement une bonne question, puis je vais dire que c'est probablement le plus gros défi que j'ai à chaque place que j'ai jamais travaillé, c'est d'essayer de déterminer c'est quoi la mesure de succès ici pour cette compagnie, parce que c'est sûr que quand tu travailles dans une industrie où est-ce que c'est une industrie de production, ben tu te dis ben on a un nombre chiffre de qu'est-ce qu'on doit produire, puis si on le produit pas, ben on n'a pas atteint nos objectifs. Ouais. Il y a du subjectif maintenant dans les évaluations dans le marketing parce que il faut qu'on interprète les données. Alors en tout cas, je te donne une grosse réponse, là, mais la vraie réponse c'est il faut que tu génères des leads. À toute une compagnie, si tu travailles dans le marketing puis tu génères pas de leads, ben tu fais pas ta job. Puis c'est probablement la chose qui me vole des bonnes heures de sommeil chez Amelia, parce que quand j'ai commencé chez Amelia, ils venaient juste de faire la transition de HubSpot à Pardot. Et I know, t'as des gros feelings. On va pas en parler aujourd'hui. Mais oui, ils venaient juste de faire la transition et ça a prouvé à être un défi plus gros, je pense, qu'ils pensaient quand ils l'ont commencé. Puis la plus grosse portion de ce défi-là, je suis désolée, je réalise qu'il commence à faire comme noir dans mon bureau.
Il y a juste, pour ceux qui écoutent ou qui regardent, là, il est 3 heures de l'après-midi, mais on est en novembre. Alors, il y a des dans mon bureau. C'est comme minuit en été, là. Ouais, c'est ça. Oh! Ouais. Alors, j'essaie d'allumer mon ordi. OK. Alors, j'arrive. Le part-out était un peu brisé. J'avais pas vraiment des données fiables, qui étaient mon plus gros problème. On creuse. Évidemment, à chaque fois que tu creuses, tu trouves toute une autre vague de problèmes. Alors, on est finalement rendu au moment où est-ce que nos mesures de succès sont assez fixes, puis c'est les MAL, les Marketing Accepted Lead. Alors, c'est-à-dire les prospects que tu amènes dans ton entonnoir de marketing jusqu'au MQL. Un MQL, c'est un Marketing Qualified Lead qui est vraiment considéré comme étant un lead qualifié que tu peux passer aux ventes. Alors, dans mon langage à moi, je parle de chaud-froid. Et les leads froids sont les prospects qui sont genre, je suis rentré dans ton site web, je l'ai lu un peu, puis je suis partie. OK, mais les ventes vont pas l'appeler. Ce gars-là, il veut pas que tu lui parles. Il faut qu'il fasse assez, il s'engage assez à l'intérieur de notre petite bulle de marketing pour qu'on dise, OK, mais ce gars-là, il est intéressé, là. Quelqu'un devrait l'appeler. Une des bonnes choses qu'on a chez Amelia, c'est des free trials. On n'avait pas ça à Sweet IQ, puis on le voulait parce que c'est une excellente mesure d'intérêt. Alors, tout court, si tu as un free trial, tu devrais toujours t'assurer de diriger les gens vers ton free trial parce que ça, c'est vraiment un signe d'intérêt, puis c'est une bonne mesure de si ça fonctionne ou non, qu'est-ce que tu es en train de générer, parce que de là, tu as 30 jours dans le free trial où est-ce que les ventes les appellent, ils essaient de les convertir, booker une démo. Et si les gens convertissent pas à l'intérieur de ces 30 jours-là, tu sais que tu génères pas des leads qualifiés. Mais si tu génères un lead intéressé, il parle aux ventes, il fait la démo, il voit la plateforme, il s'engage, puis il signe pas, ça devrait se passer genre 40% du temps. La conversion traditionnelle d'un MQL à une opportunité ou un SQL. I'm forgetting the number, alors je vais mentir potentiellement, mais c'est genre entre 30 et 40%. Puis nous, on veut toujours le 40 et plus, évidemment. Parce que pour moi, c'est pas juste le volume qui compte, c'est la conversion après. Si ils prennent mes leads à moi, puis ils font rien avec, puis mes leads ne convertissent pas, puis il faut qu'ils fassent du prospecting, puis il faut qu'ils se fient au trade show, puis il faut qu'ils fassent ci, puis ça, ben ça veut dire que je suis pas à bonne place. Oui, je génère de l'intérêt, mais je génère pas de l'intérêt des gens auxquels on veut parler. Et peut-être une question de rôle, de contenu que je leur ai provenu, que je leur ai fourni, pardon, ou même d'emplacement. Tu sais, j'ai juste targeté les mauvais départements, les mauvais états, les mauvaises villes. Je comprends. Puis, tu parlais que tu avais comme 3 équipes. Fait que, le lead generation, souvent, c'est associé à la performance, là. Mais est-ce que ton équipe de brand puis de product sont aussi rattachés à des nombres de leads, en ce que lead ou MAL ou peu importe, ou est-ce qu'ils ont leur propre métrique ou leur propre indicateur de succès? L'équipe brand, oui, parce que webinaire, panel, trade show, tout ça, c'est du lead gen. Alors, moi, je considère ça pour notre produit SmartRec, qui est un des produits d'Amelia pour les Park and Recreation Departments, centre de loisirs aux États-Unis. Les trade shows et les événements sont une de nos plus grandes sources de MAL et MQL. Parce que c'est vraiment des conversations hyper pointues, intéressées. Évidemment, 2020, le virtuel nous a donné plein d'apprentissages, mais traditionnellement, c'était vraiment la meilleure source de lead pour nous, de ce côté-là. L'équipe de product marketing, genre, ils en ont pas autant au top de l'environnement de marketing. Pour eux, là, ils gèrent l'engagement durant le free trial, qu'est-ce qui se passe avant, les communications, les walkthroughs, les démos, tu sais, toutes les choses virtuelles qui se passent, ils prennent en main tout ce qui se passe après que quelqu'un a converti. Alors, ils fournissent aux ventes les one-pagers, les PowerPoint, les value prop. Alors, pour moi, c'est pas nécessairement aussi direct que genre, t'as booké ce trade show-là, ça m'a rien donné, c'était pas un bon trade show.
On a une banque de contenu, une librairie de contenu, puis on a juste commencé, écoute, c'est toute une chose là, d'essayer de s'assurer que les ventes utilisent ce que tu veux. C'est pas un mystère, mais on a mis des mesures attachées à ça. C'est une librairie virtuelle. Alors, on peut voir combien de fois les gens ont téléchargé notre document, ils l'ont utilisé. On est même capable, ou on va l'être, de voir combien de fois ils l'ont rattaché dans les courriels, puis qu'ils l'ont utilisé vraiment pour communiquer auprès de leurs clients. Alors, de là, oui, je commence à voir du côté de product marketing pour le sales enablement, qui est une grosse portion de ce qu'ils font. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur fournit aux ventes qui les aide à convertir, à avoir des conversations plus intéressantes ou intéressées. Alors vraiment, je dirais que c'est une des mesures de lead qu'on a. Fait que c'est ça, fait qu'eux sont plus genre, quote unquote, bottom funnel, c'est ça? Oui. Cool. Oui, bottom ou post funnel. Ou post funnel. Oui. Et puis, ben là, tu as mentionné ta bibliothèque de contenu. Est-ce que, tu sais, puis c'est une question que je vois aussi souvent, puis tu as parlé de Salesforce et point d'autre. Mais c'est quoi un peu ton tech stack? Est-ce que tu as d'autres outils? Est-ce que c'est la bibliothèque de contenu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé à l'interne? Je sais que chez SoulIQ, on avait développé quelque chose à l'interne. Ouais. Mais est-ce que tu es allé chercher d'autres outils? Puis c'est quoi, en fait, les outils que tu utilises pour ton marketing en général? Bonne question. Non, on l'a créé nous-mêmes à travers notre CMS. On a créé une page sur notre site web et j'ai volé directement notre stratégie à SoulIQ. Je l'ai rappliqué ici. Thanks for calling me out on it. Non, écoute, ça a bien fonctionné, puis on l'a fait. On est capable d'avoir la mesure des téléchargements. Je sais que les ventes utilisent Outplay pour leur prospecting. OK. De notre côté, on se fie dans le post-vente sur Intercom. Okay. C'est des plateformes qu'on utilise beaucoup parce que ça nous aide à cibler certains regroupements de clients par intérêt, par nouveauté. Évidemment, on n'a pas l'ordre. J'essaie de penser, on n'est pas un gros tech stack, je vais être honnête. Là, il y a beaucoup de choses qu'on fait à maison, là, à main, in-house. Puis, évidemment, les webinaires, on utilise GoToWebinar. Là, on ne va pas se recréer notre propre plateforme de webinaire, c'est tout. J'en pense pas à d'autres, but if they come to me, I'll tell you. C'est bon. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, là, on a travaillé ensemble, t'as été ma boss puis ma collègue, puis, tu sais, j'aimais beaucoup un peu les routines que tu avais mis en place, mais est-ce que comment tu vois un peu les routines quotidiennes, hebdomadaires, trimestrielles avec ton équipe? Qu'est-ce que tu fais? Quel genre de rencontres que tu as avec eux? Est-ce que tu rencontres toute ton équipe, juste tes directeurs ou tes directrices? Comment ça se passe, ça? Tellement une bonne question. Je suis comme directement dans le milieu d'essayer de régler, pas de régler, parce que 2020, le work from home, le remote, on est sur Zoom ou Slack ou je sais pas trop toute la journée. J'avais des grosses craintes de créer des nouveaux meetings parce que j'étais juste comme, hey, on n'en a pas de besoin, tu sais, puis make work, puis je voulais pas faire, en tout cas, on a commencé, je dirais, début d'été, à mettre en place des sprints. On a mis en place le Agile Management. Ouais. On a créé des sprints. Normalement, c'est 2 semaines, mais pour le marketing, on trouvait que c'était juste trop rapide. Tu sais, t'arrivais comme, tu courais à la fin, là. T'étais comme, OK, on a brainstormé, puis demain, il faut qu'on livre parce qu'on a un sprint review. C'était Alors, on a rajouté une 3e semaine. Nos sprints sont 3 semaines. Alors, ce qu'on fait, c'est on se rencontre les 3 leaders, mes 2 directrices puis moi. On passe à travers le roadmap, on détermine c'est quoi qui va être sur le sprint, on le définit par des epics, des thèmes, puis après ça, les histoires, les stories qui rentrent là-dedans. On rencontre l'équipe, on leur partage le planning. Moi, mon équipe de performance, elle est assez petite pour l'instant. Alors, moi, c'est dans mes one-on-one que je passe à travers les to-do avec eux la semaine d'après. Mais mes autres équipes, elles, des fois, ils vont rencontrer leur équipe pour passer à travers le planning, pour s'assurer. Trello, qui est un outil qu'on utilise. Le Trello board du roadmap, il est bien géré, que toutes nos tâches sont là. Alors ça, c'est une des structures. On a des plannings, des reviews puis des rétros. Le review, on invite des stakeholders externes de l'équipe, de la compagnie au complet. Notre CEO se pointe à nos sprint reviews à chaque 3 semaines. Lui, il est sur tous les appels. Il écoute à ce qu'on fait. Je pense que ça va faire
quand je suis arrivée là, on faisait beaucoup de choses dans le marketing, mais genre personne ne le savait. Alors, j'ai créé un projet pour moi et mes directrices de comment marketer le marketing mieux à l'intérieur de la compagnie pour que les gens voient vraiment c'était pas pour nous vanter, là, mais c'était pour dire comme hey, on se calme, là, ceux qui disent que c'est pas que ça se passe au marketing. Alors, ça a vraiment bien fonctionné. Les gens, ils sont contents, puis je pense qu'ils apprennent beaucoup plus la stratégie en arrière de ce qu'on fait qui est important. Alors, on a le review. Le rétro, c'est 1 heure, c'est juste l'équipe, puis on parle de qu'est-ce qui a bien fonctionné. C'est genre un KMD du sprint. Ouais. Puis, le KMD, pour ceux qui ne savent pas, c'est Kill, Marry, Date. Alors, qu'est-ce que tu as aimé, tu n'as pas aimé, puis qu'est-ce que tu veux essayer. Et après ça, on a ce qu'on appelle un grooming. C'est juste les leaders qui déterminent qu'est-ce qui va se passer dans le prochain sprint. Et on le fait planning où est-ce qu'on partage le plan avec l'équipe, puis ils se lancent là-dedans. Alors ça, c'est à chaque 3 semaines. J'ai une équipe, moi j'ai mes meetings de one-on-one avec tout le monde qui se rapporte directement à moi chaque semaine. Je commence à restructurer le format un peu. On arrive avec qu'est-ce qui se passe présentement, c'est quoi qui bloque. Et après ça, on revoit tes objectifs ou personnels ou professionnels, dépendamment de la semaine, où est-ce qu'on en est. Et ben toi, tu me connais, là, mais les gens qui me connaissent pas, moi, j'aime les questions un peu plus pointues, mais personnelles et personnalisées qui vont nous aider à comprendre un peu plus qui t'es en tant que travailleur, en tant que leader, en tant que où tu veux être. Alors moi, j'ai toujours une question surprise à la fin de mes one-on-one. Je teste mes cartésiens tellement, là, et je suis comme, too bad, it's one question. You just have to deal with it. J'aime ça. Est-ce que tu as des exemples de questions pour pas nécessairement un individu spécifique, là, mais des exemples? Oui. Moi, mes questions, ça serait, tu sais, tell me what your favorite book is and why. Tell me a movie you watched recently that you really loved. When was the last time that you really realized that you're super grateful for something and what was it? J'essaie de pas être trop personnel, évidemment, là. On est quand même collègues. Mais je trouve que pour moi, c'est vraiment important que je connaisse les humains, que l'opinion humain des gens qui se rapportent à moi. C'est super important pour moi parce que, et spécialement dans le work from home puis tout ça, le côté un peu plus intime que tu me vois dans ma maison, puis écoute, je suis maquillée puis je suis bien habillée aujourd'hui, là, mais je peux faire comme ça tous les jours, là, coton watté, la grosse pile de cheveux. Si vous voyez aujourd'hui, who's this? Ouais, c'est vrai. The struggle is real. Mais j'ai mes meetings avec mes leaders. Je fais ça mensuellement. Je les rencontre. Puis là, on parle plus de stratégie, les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe, culture. Tu sais, moi, j'ai un OneNote là, qui est juste comme en tout cas, c'est un cahier de notes virtuel. Alors, à travers le mois, quand il y a des choses qui se passent, ou avec elle ou sans elle, mais que je veux en discuter avec elle, je les mets en note puis on en discute dans nos meetings. Ce que je veux mettre en place, que j'avais terminé parce que c'était juste trop avec les sprint reviews, mais je vais remettre en place mes meetings d'équipe mensuels. Là, on va faire évaluation de résultats, on va passer à travers les 3 équipes qui partagent et on va faire un mini Kill, Marry, Date à travers les 3. OK, choisis quelque chose, tes courriels, on fait un Kill, Marry, Date. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on améliore? Et c'est vraiment ça, moi, je dirais, je veux mettre en place des OKR pour l'année prochaine. Je veux tester des OKR trimestriels. Ouais, je veux le tester parce que je veux essayer qu'on ait des milestones et des targets plus rapprochés que juste pour l'année. Alors vraiment se donner, OK, à chaque trimestre, on fait ça. Comment je creuse dedans, puis je vais y arriver. On l'a pas fait dans les premiers 3 mois. On se rajoute des MAL pour le prochain trimestre, mais on a des apprentissages. Qu'est-ce qu'on va faire le prochain trimestre qui va être différent? Alors, tu sais, je veux essayer de creuser un peu là-dedans. Alors, en tout cas, spoiler alert for anybody who's listening to this that reports to me that I haven't done it yet, mais ouais, c'est ça que je veux. Nice. Et puis, il y a quelque chose de mentionné que, tu sais, je voulais... Parce qu'honnêtement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré de toi là, quand on a travaillé ensemble. Puis cette idée de ramener ton CEO à la table, aux rencontres que vous avez. Puis c'est vrai que, moi, je sais que c'est weird parce que je fais beaucoup de shows vidéo, mais j'ai tendance à être hyper introverti puis garder mes succès. Puis pour moi, tu sais, fait
mais je sais que c'est hyper important, tu sais, surtout en hindsight, je sais que c'est tellement important d'avoir tu sais, ton CEO, ton président, peu importe le titre, là, mais le leadership de l'entreprise là, parce que c'est vrai que personne ne sait ce qu'on fait au marketing. Tu sais, les ventes, même s'ils comprennent pas toujours ce qui se passe, on sait, y a-tu des ventes ou pas de ventes? Tu sais, il y a des éléments sur lesquels on peut se rattacher, mais en marketing, c'est très difficile, tu sais, on a généré des leads. Même ça, des fois, ça devient abstrait. Notre open rate dans les courriels a monté de 30%. OK, what? C'est comme... Comment est-ce que tu as fait pour ramener ton CEO à la table? Tu sais, est-ce qu'il a toujours été impliqué dans le marketing? Il a toujours aimé ça? Comment tu as fait pour l'amener à la table, finalement? Ben, je vais commencer avec un CEO pas mal impliqué. Je suis chanceuse. Là, j'ai quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ses équipes. Le moment que je lui ai dit que j'avais des sprint reviews, il était comme, OK, invite-moi, je veux y être, je veux y aller. Je pense que on a eu un peu le défi où quand moi j'ai commencé, je suis arrivée juste au moment malaisant de un startup qui devient un scale-up. Ça a l'air comme c'est la place où est-ce que j'atterris à partout que j'arrive, là. Mais la place où est-ce que tu pars de genre, on est 4 autour de la table, puis on est scrappy, puis on fait tout ce qu'on peut, puis tout le monde se garage dans des projets, puis who cares if no one knows what we're doing it. OK, j'embauche du leadership, mes stakeholders sont hyper investis, je veux en savoir plus. Et soudainement, tu arrives à un point où est-ce que tu as des stakeholders, de l'exécutif qui est beaucoup plus comme enlevé du quotidien, qu'ils ne voient pas à chaque jour. Et ça devient trop granulaire dans les mises à jour de lui dire tout ce que tu fais. Alors, si vous trouvez des manières de l'impliquer, je pense que, honnêtement, et je vais dire de ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, il y avait de l'air happily surprised. Tu sais, c'était une bonne surprise pour lui de voir à quel point on en faisait du travail. Tu sais, il me parle souvent de hey, le product marketing en fait beaucoup. Puis avant, quand j'ai commencé, c'était toujours comme hey, product marketing devrait faire ça, devrait faire ça. Puis c'est devenu genre la réponse standardisée à ben on n'a pas de succès là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis c'était un product marketing allait tu sais, ils allaient comme résoudre tous les problèmes du monde là. Puis finalement, quand il a vu c'était quoi le processus, à quel point ils faisaient leur travail, le travail qui était fait régulièrement, et pas pour dire que, tu sais, c'est même pas qu'il y avait des mauvaises perceptions du marketing, c'est juste qu'ils savaient pas ce qu'ils savaient pas. Alors, il arrive puis il voit tout le côté branding. Moi, je suis arrivée puis on a redéfini la marque Amelia, on a lancé la marque SmartRec en marché, on a fait plein d'initiatives autour de ça, puis il y avait plein de recherches de product marketing qui ont influencé nos décisions. C'était juste de voir un peu le travail d'orchestre en arrière-plan qui est nécessaire pour qu'une équipe de marketing livre même un one-pager, une page de site web, un courriel. C'est vraiment, on a besoin de tout le monde. Et ça, j'avoue que c'est une des choses que j'apprécie le plus de ma job. Je veux pas dire que je suis chef d'orchestre, là, mais la vue globale que j'ai de l'orchestre, it's like having the best seat in the house, tu sais. T'es capable de juste voir tout le monde et tu vois tous les liens où est-ce que ça a commencé et tu vois les bris. Like, okay, well, it broke there, so let's talk about that. Puis, ouais, ça, c'était super le fun. Cool. Écoute, je vais être soucieux de ton temps, fait que je vais te poser comme une dernière petite question. Évidemment, je risque d'avoir d'autres questions subséquentes après, mais j'aimerais vraiment changer et parler un peu de carrière, parce que je sais que tu as une belle t'as une belle carrière marketing. Fait que je voulais voir quel conseil que tu aurais à partager pour quelqu'un qui commence en marketing en ce moment ou qui voudrait aller en marketing ou qui est en marketing puis il semble que sa carrière stagne. Comme quel conseil que tu pourrais donner pour avoir des promotions, grandir sa carrière, bâtir sa carrière? Tellement une bonne question. J'essaie de penser. Je veux pas donner une réponse comme standardisée. Je pense que la première chose que je te dirais, c'est faut pas que tu aies peur de faire des choses qui sentent comme peut-être pas exactement ce que tu veux. Moi, j'ai commencé ma carrière en marketing. J'étais à New York. Je savais pas nécessairement que je voulais faire du marketing. Full disclosure. Moi, je voulais un job.
Puis c'était le beau-frère de mon oncle qui a dit, j'ai une petite shop, on fait du media buying pour des campagnes politiques sur la télévision câble. Écoute, ça peut pas être plus niche que ça, right? Puis et puis ils ont dit, on a besoin de quelqu'un qui va faire l'analyse de données. Fab, tu me connais, ça fait longtemps, là. Ma force et ma passion n'est pas l'analyse de données, les feuilles Excel, les chiffres. Ce n'est pas ma passion. Et j'étais comme, cool, I'm doing it. Nice. Après 3 mois, ils ont commencé à voir que j'avais plus, tu sais, j'avais de la bonne stratégie basée sur les données que j'avais analysées. Puis ils m'ont donné plus de responsabilités sur les achats de médias eux-mêmes. Alors, j'ai commencé dans quelque chose que je voulais pas faire, puis ça m'a donné une opportunité d'aller rentrer d'une autre porte d'entrée, trouver une autre porte d'entrée pour apprendre plus à propos de ce qui m'intéressait. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup plus de relations clients, travailler avec les clients, on allait les voir, on parlait de stratégie. Puis là, je commençais à sortir un peu dans ma zone, je rentrais dans ma zone de confort, là. J'étais comme, OK, people, strategy, OK, let's go. Alors, tu sais, ayez pas peur de passer un peu de temps à faire quelque chose qui semble pas comme hyper, tu sais, si tu veux être le CMO d'une compagnie B2C, tu sais, tu veux être le CMO de Glossier, ben, ça va pas commencer tout de suite. Passe un peu de temps à être un digital marketing manager pour une compagnie qui fait la distribution de bois. Et après ça, tu sais, ça a l'air relié, là, mais ce que tu vas apprendre là-dedans, c'est juste la base de comment bâtir une bonne campagne, comment analyser tes données, où aller trouver ton audience, comment bâtir une audience de manière créative. Glossier, tu as une audience déjà prépopulée. Mais si tu as fait la job d'aller avoir besoin de creuser puis de trouver des gens qui veulent, ben là, tu vas être une force en tant que CMO parce que tu vas pas toujours te fier sur une marque bien connue. Tu sais, aie pas peur de faire des choses qui ont pas l'air hyper sur le path de ton trajet parce que je suis certaine dans ta vie, tu as eu d'autres moments bons, puis beaux, puis surprenants qui sont apparus, que tu t'es dit, si j'aurais pas fait ça, j'aurais jamais pu faire ça. Et les deux ont pas de l'air reliés là, sur papier quand tu vois le trajet. Mais tu sais dans ta tête que si tu n'aurais pas eu cette expérience-là, tu n'aurais jamais pu faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je pense que aie pas peur de l'inconnu, puis aie pas peur de ce qui a pas de l'air comme vraiment comme sur une route bien rodée. Des fois, c'est les routes qui ont pris un peu plus longtemps qui sont celles qui sont les plus satisfaisantes à la fin de tout ça. Super. Que je peux rien rajouter à ça. Écoute, merci beaucoup, Liz. C'était vraiment le fun. C'est toujours le fun de te parler. Puis honnêtement, j'ai vraiment apprécié. Là. C'est une de mes entrevues préférées à date. Fait que c'est ça. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis, c'est ça. Ben merci. Je vais toujours dire oui, Fab. Invite-moi n'importe quand. C'est bon. Okay. Merci. Bye. Bye.